Nous pour analyser l'actualité de cette dernière demi-heure avec d'abord le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui a entamé sa tournée en Afrique. Alors il s'est d'abord rendu au Caire, en Égypte, où il a rassuré dans un premier temps ses interlocuteurs égyptiens quant à l'accord sur le blé dont on vient de parler il y a quelques minutes. Mais surtout, il leur a expliqué que la crise alimentaire, ce n'est pas, mais alors pas du tout, la faute de la Russie. Écoutez. Une fausse histoire que je voudrais mentionner ici et qui est importante pour cette région est ce qu'on appelle la crise alimentaire mondiale, que l'on attribue carrément et inconditionnellement à la Russie. Comme si la crise alimentaire avait commencé le jour où nous avons lancé notre opération militaire spéciale en Ukraine. Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européenne, pardon. Et internationale. Et internationale. Bah voilà, en fait, c'est tout. Bon, alors, avant qu'on voit à quel point la Russie a des attaches, a une influence en Afrique, comment est-ce que vous interprétez cette déclaration de Sergueï Lavrov? C'est pas du tout la crise alimentaire, c'est pas la faute des Russes, quoi. Non, c'est jamais de la faute des Russes, bien évidemment. Ce sont des agresseurs, mais ils sont coupables de rien du tout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ils veulent montrer qu'ils restent le maître du jeu. On l'a bien vu, ils ont signé un accord avec Erdogan, mais le lendemain, 12 heures après, j'ai calculé, ils bombardent le port d'Odessa, sous prétexte qu'il y avait un entrepôt militaire. Donc ils veulent montrer qu'ils sont maîtres du jeu. On ne peut pas prendre au sérieux Lavrov, les Russes. On sait qu'ils font des promesses, ils signent des accords, des traités internationaux, et ils ne respectent rien du tout. C'est aussi, si vous voulez, une façon de se moquer du secrétaire général des Nations Unies. Rappelez-vous qu'il était allé à Kiev. Eh bien, on avait bombardé Kiev alors même qu'il n'était pas encore sorti de la salle de conférence de presse. Donc c'est pas de leur faute. Mais en fait, en réalité, on voit bien que c'est un peu plus subtil, car Lavrov l'a dit. En réalité, ils ont d'intérêts stratégiques. On va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, des intérêts stratégiques en Afrique. Bien sûr. Donc on ne voit pas bien. Et je regardais effectivement les statistiques. L'Égypte, avant cette guerre, importait 80% de ses céréales de l'Ukraine et de la Russie. Donc on ne voit pas bien quel est l'intérêt des Russes de saboter un tel accord, alors même qu'il n'a pas encore été mis à exécution. Hein. Mais par là, il y a un intérêt évident, à mon avis, c'est de dire nous restons maîtres du jeu, premièrement. Deuxièmement, ça ne remet pas en cause notre volonté de battre l'Ukraine. Et vous avez encore vu qu'ils ont déclaré que leur objectif final, c'était d'abattre le régime de Volodymyr Zelensky. Et je me permets de compléter 85% sur 13 millions de tonnes de blé quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'on se rend compte de l'importance de ces importations. Denis Strelkov. C'est tout à fait... C'est tout à fait paradoxal ce qui était dit par Michel Lavrov, mais c'est paradoxal. Mais en même temps, donc on l'attend depuis le début de la guerre. Même si vous vous souvenez, au début de la guerre, il y a eu une question qui a été posée à Michel Lavrov. Est-ce que la Russie va attaquer d'autres pays? Et la réponse était, mais on n'a pas attaqué un seul pays. Même l'Ukraine, on ne l'a pas attaqué. C'est-à-dire que depuis le début de la guerre, la Russie ne met pas... Zéro guerre. Oui, exactement. C'est une opération Oui, c'est spéciale. militaire. Donc s'il n'y a pas de guerre, c'est qu'on ne peut pas être désigné coupable pour quoi que ce soit. Mais en même temps, la Russie a quand même besoin de ne pas uniquement dire qu'elle n'est pas coupable, mais en fait que cette crise alimentaire dans le monde qui est sous influence en quelque sorte des Russes, qu'il n'y aura pas de faim, parce que comme ça, parce que dans tous les cas, si jamais il y a le faim, si jamais il y a une catastrophe économique dans ces pays-là, ils vont se tourner vers d'autres partenaires. Ils vont se tourner soit vers les États-Unis, soit vers d'autres gouvernements, et ça, c'est une catastrophe pour les Russes. Il y a beaucoup de déclarations, 3 en tout, de Sergueï Lavrov sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir. Alors je suis désolée, j'avance. Il y a une autre sortie notable donc de Sergueï Lavrov. Je vous laisse écouter, puis on en parle juste après. Les Russes et les Ukrainiens continueront à vivre ensemble. Nous aiderons l'Ukraine à se débarrasser de ce régime qui est contre le peuple et anti-histoire. Xavier, Russes et Ukrainiens seront toujours ensemble. Oui, on en revient au début du narratif avant la C'est ça, exactement. Le début, la boucle est bouclée. De la guerre, j'ai failli dire déclaration de guerre, mais non, il n'y en a pas eu, puisque c'est toujours une opération spéciale pour M. Lavrov. On est toujours dans ce narratif qui est de dire nous allons aider nos frères ukrainiens, nos frères russophones dans le Donbass, ces gens. Alors là, il n'a pas reprononcé le terme dénazifier l'Ukraine, mais ça revient au même, puisque c'est pas l'Ukraine qui est en cause pour Sergueï Lavrov, c'est le gouvernement
qui dirige aujourd'hui l'Ukraine. Et ça date depuis 2004. Ça commence quand même à remonter très très loin, lors de la première révolution orange, où un candidat pro-russe convaincu d'avoir fraudé pour se faire élire président de la République a été finalement battu après une révolution, après que les Ukrainiens soient descendus dans la rue par un candidat pro-occidental, c'était M. Yushchenko, qui d'ailleurs à l'époque avait été empoisonné par les Russes. Ça a continué en 2014 avec Maïdan, exactement dans les mêmes circonstances et avec le même d'ailleurs, Yanukovych. Et aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. La Russie ne tolère pas la perte de l'Ukraine qu'elle considère comme faisant partie de son territoire. Et ça, c'est pas une guerre contre le peuple ukrainien, dit M. Lavrov, c'est une guerre contre le gouvernement qui le dirige. Patrick Martin-Genier. Oui, mais une fois qu'ils auront fait disparaître le gouvernement de M. Zelensky, c'est toute l'Ukraine qu'ils vont faire disparaître. Bien Regardez, ils veulent organiser... Elle a toujours été russe pour eux. Toujours été russe. Comme la Crimée, alors que la Crimée n'est russe que depuis le XVIIIe siècle et l'a été très très peu de temps. Absolument, au prétexte qu'il y avait une majorité de russophones Oui. en Crimée, et comme il y aurait une majorité de russophones dans les territoires du Donetsk et de Lugansk. Mais vous remarquerez... Parce que ils ont envoyé les Tatars dans des camps, Voilà. qu'ils ont importé des populations russes et qu'à la fin, effectivement, ça fait une majorité. Ce qu'on voit à nouveau à l'œuvre, à Mariupol et dans le Donbass, partout. Tout à fait. Moyennant quoi, ils déportent des gens également en Russie, et ils ont annoncé à Donetsk et à Kherson et à Zaporizhzhia l'organisation de 2 référendums pour faire une annexion de fait dès le mois de septembre. Alors, dernière déclaration de Sergueï Lavrov à laquelle je vais vous faire réagir, parce que ça va nous emmener sur ce jeu d'alliance entre la Russie et le continent africain. Sergueï Lavrov qui a largement flatté son auditoire. Écoutez. Le monde est beaucoup plus riche que la simple civilisation occidentale. Et qui de mieux que vous, représentant les civilisations anciennes, pour en attester? Et je pense que le mouvement est inarrêtable. Essayer de le mettre en pause va à l'encontre du processus objectif de l'histoire. Cela ne ferait que retarder pendant un certain temps la formation éventuelle du véritable monde multipolaire et démocratique. Patrick Martin-Genier, cette manière de flatter l'auditoire, l'histoire c'est vous, il instrumentalise l'histoire, finalement on retrouve toute la rhétorique russe habituelle là. Oui, russe et ex-soviétique, c'est véritablement une manœuvre pour séduire l'ensemble des pays africains. On sait qu'ils ont entrepris une vaste initiative d'investissement. Votre carte hier qui était montrée par... Oui, la carte que Darius Rochebin avait montrée hier sur vos éditions, on voit bien qu'il y a véritablement une volonté d'investir considérablement partout, et c'est une vraie tournée africaine qui commence par l'Égypte, qui continue par l'Éthiopie, la République du Congo, là où ils ont énormément d'intérêts géostratégiques, le blé, mais également dans les industries, et de façon à contrecarrer d'une part l'Occident, parce que ce que dit Lavrov au final, c'est qu'il n'y a pas qu'une civilisation occidentale, celle-ci est sur le déclin, il y a d'autres sites de multipolarité, la Russie, d'autres éléments également, et donc des investissements. On sait aussi qu'en Égypte, si vous voulez, ils vont aller bien plus loin parce qu'il est question de réaliser une centrale nucléaire. Alors il sera aussi en Ouganda, Sergueï Lavrov. Juste pour expliquer quand même rapidement cette carte, parce que vous la connaissez, Patrick Martin-Genier, mais nos téléspectateurs ne l'ont peut-être pas encore vue. Alors sans rentrer dans les détails, en marron, ce sont les États ayant signé un accord de coopération militaire avec la Russie. On parlait souvent du groupe paramilitaire Wagner, mais là c'est au-delà de ça. Là, on parle d'accord étatique, vraiment. Ils vont devoir se méfier, n'empêche, parce que vendredi dernier au Mali, le camp de Kati, qui regroupe tous les services de la présidence actuelle militaire du pays, a été attaqué par les djihadistes, et ça s'est terminé du bon côté pour la junte au pouvoir, mais les Wagner n'ont pas été d'une efficacité redoutable, alors que la France quitte ce pays où elle assurait la défense justement contre les djihadistes. Je termine juste rapidement d'expliquer la carte pour les États en vert. Donc ce sont les États ayant signé un accord agricole avec la Russie. Non mais bon, il faut expliquer parce que souvent on voit une carte comme ça avec plein de couleurs et on se dit que se passe-t-il? Xavier, est-ce qu'on a un peu sous-estimé toutes ces alliances-là? Non, on les a pas sous-estimés. On sait. Alors les alliances, il y a des alliances de circonstances parce que aujourd'hui, l'Égypte compte nettement plus sur les pays occidentaux pour assurer sa sécurité que sur la Russie. A priori, elle a plutôt raison. Après, l'arme du blé, depuis le début de la guerre, on explique que le blocus naval de la Russie, et là c'est bien la Russie qui est à l'œuvre, le fait d'empêcher les cargaisons de blé de sortir risque
risque d'affamer une partie de la planète, et ce risque est vraiment, vraiment réel, du Moyen-Orient à l'Afrique, en passant aussi d'ailleurs par l'Amérique du Sud. Et on a vu aussi qu'une grande partie du blé volé aux Ukrainiens dans le Donbass, et qui est parti par Mariupol d'une part, par Sébastopol en Crimée d'autre part, allait vers des pays avec justement sans doute des pays qui ont signé des accords agricoles avec la Russie. C'est-à-dire que c'est vraiment une arme. D'une part, la Russie prive, vole l'Ukraine de rentrée de devises de son secteur agricole, et de l'autre côté utilise ces cargaisons de céréales, de blé, de maïs, de tournesol pour dire aux pays africains, voilà, il y a une crise alimentaire mondiale majeure causée par les Occidentaux, nous avons une solution, nous vous aidons, et en prime ce blé, ce maïs, ce tournesol, ces céréales, ils les vendent à des prix sans concurrence. On comprend bien que par cette tournée africaine... C'est pour ça que cet accord était très important. Le ministre des Affaires étrangères russe tente d'étendre du moins l'influence du Kremlin. Il y a déjà une grosse influence, on l'a vu notamment avec cette carte tout à l'heure. Au même moment quand même, Emmanuel Macron lui aussi va visiter l'Afrique. Alors est-ce que c'est un hasard du calendrier? Il va notamment aller au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Bissau pour rénover ses partenariats militaires, se maintenir dans la compétition stratégique qui s'y joue entre les puissants. Général Chauvency, hasard du calendrier, stratégie. Moi qui ai eu un coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Ça Poutine, on ne sait jamais, ils sont peut-être plus d'accord. on ne sait jamais. Non, mais c'est amusant quand même qu'au même moment, ils soient tous les deux. Même pays, quand même. Non, mais je pense que pour la France, il y a quand même, faut bien voir que le président Macron avait autre chose à penser jusqu'à présent. Il avait quand même quelques élections, je pense de politique intérieure, des choses à régler. Pour maintenant, il reprend son rôle finalement du précaré de la politique étrangère et puis de cette position française en Afrique qui a été fortement a été fortement compromise. D'abord parce que quand on voit ce qui se passe à Barkhane et dans le Sahel, on voit bien qu'on n'a pas réussi à résoudre les conflits contre les djihadistes, qu'on est très souvent critiqué comme étant des néocolonialistes. Que la Russie ne nous a pas aidés. La Russie ne nous a pas aidés, mais la question est de savoir est-ce qu'elle a été efficace, est-ce que c'est pas à nous peut-être qui n'ont pas été aussi bons qu'on l'aurait cru. Ne l'oublions pas. Et bon, moi j'ai vécu un peu en Afrique et notamment dans les garnisons africaines. Je dis quand même qu'il est très facile pour un Africain de critiquer la France, mais il est bien content de venir en France, mais il nous critique volontiers quand on est sur place. Donc il y a toute cette atmosphère permanente qui existe, avec toujours ce doute que le Français va encore exploiter l'Africain, alors qu'on a quand même beaucoup apporté. Bon, maintenant on n'a pas été parfait. Donc effectivement, il y a des gens qui veulent des États qui veulent prendre notre place, notamment au point de vue économique. D'un autre côté, la France, effectivement, plusieurs articles sont sortis récemment en disant mais est-ce que la France ne doit pas revoir sa politique africaine? Nous, on a beaucoup joué pendant des années en disant voilà, le monde francophone nous apporte des voix à l'ONU, en particulier, dans des grandes décisions. Aujourd'hui, quand même, je pense que la France est un petit peu en situation de faiblesse. Et puis, il est bon qu'effectivement, le président essaie de trouver des solutions. Mais maintenant, il ne fait pas tous les États. Je crois que vous avez dit 3-4 États. Guinée-Bissau, Bénin. Voilà. Bon, le Cameroun pose un petit problème actuellement en termes de renouvellement de son élite politique avec le président Biya. Ne l'oublions pas, parce qu'il va se représenter, je crois, pour un énième mandat. Bon, voilà. Donc, quel est l'objectif recherché? Effectivement, d'abord que la France revienne en Afrique. C'est la première chose. Qu'elle essaie peut-être de redéfinir un cadre de collaboration et de coopération, et puis peut-être redéfinir notre place dans un contexte différent mondial, savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Afrique aujourd'hui, parce que l'Afrique, on en parle beaucoup, d'un côté le monde francophone, anglophone, une population en démographie galopante, des vrais problèmes économiques et de l'insécurité.